Elle comptait des pièces pour payer le ticket de bus, jusqu'à ce que le millionnaire voie le nom de sa fille sur son vieux bracelet et reste paralysé. Le réveil sonne à 5 heures précises. Comme tous les matins depuis 3 ans, Amélie Vautrin ouvre les yeux dans la pénombre de sa petite chambre, les rideaux fanés filtrant à peine la lumière grisâtre de l'aube marseillaise. Elle reste quelques secondes immobile, savourant ses derniers instants avant que la réalité ne reprenne ses droits. Puis, d'un geste machinal, elle tend la main vers sa table de nuit et attrape la petite boîte en métal où elle garde ses économies. « Allez, ma belle, encore une journée qui commence », murmure-t-elle en s'asseyant au bord du lit. Ses doigts fins comptent les pièces une à une. 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Le tintement métallique résonne dans le silence de l'appartement. C'est un rituel qu'elle ne peut s'empêcher de faire chaque matin. Vérifier qu'elle a assez pour le bus, pour le pain, pour les 3,70 € qui lui permettront de tenir jusqu'au soir. 3,80 €, 3,90 €. Elle compte à voix basse pour ne pas réveiller Clémentine. Sa grand-mère, qui dort encore dans la chambre d'à côté, 4 € exactement, ça ira pour aujourd'hui. Amélie se lève, enfile son jean délavé et son pull gris, celui qui ne craint rien, parfait pour son premier boulot de la journée, à 24 ans. Elle jongle entre 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Femme de ménage le matin dans les bureaux du centre-ville, serveuse l'après-midi dans un café près de la gare, et quelques heures de garde d'enfants le soir, quand elle trouve des familles qui ont besoin. Dans la kitchenette minuscule, elle fait chauffer de l'eau pour le café. Leur appartement dans la cité des Rosiers n'a rien de luxueux. 2 pièces au 3e étage sans ascenseur, papier peint décollé par endroits, robinet qui goutte depuis des mois, mais c'est chez elle, devrait-elle dire, car depuis qu'elle a 2 ans, Clémentine est tout ce qu'elle a au monde. Mamie, chuchote-t-elle en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. La vieille dame remue légèrement dans son lit, à 78 ans. Clémentine Dubois garde encore cette allure digne qui en impose, même si la maladie commence à creuser ses traits. Ancienne infirmière à l'hôpital de la Conception, elle a toujours refusé qu'on l'aide financièrement, préférant voir sa petite fille se débrouiller par elle-même. « Tu as pris tes médicaments hier soir ?» demande Amélie. Un grognement affirmatif lui répond, rassurée. Elle retourne à la cuisine et avale son café en 2 gorgées. Pas le temps de traîner. À 6h30, elle doit être devant l'immeuble Beaumont & Associés, avenue du Prado, un building tout en verre et acier qui détonne avec les façades haussmanniennes du quartier. Avant de partir, elle vérifie une dernière fois ses poches, pièces pour le bus, badge d'accès à l'immeuble, et cette pulséra en argent terni qu'elle ne quitte jamais. Un bijou simple, presque usé, avec le prénom Élodie gravé dessus. Le seul souvenir de sa mère biologique, selon Clémentine, la seule chose qu'elle portait quand on l'a trouvée, petite fille de 2 ans en état de choc, dans une cité de Marseille-Nord. Un jour, tu sauras peut-être qui était cette Élodie, lui avait dit sa grand-mère adoptive. Mais en attendant, souviens-toi que c'est moi qui t'ai élevée, ma chérie. C'est ça qui compte. Amélie caresse machinalement le bracelet avant de fermer la porte derrière elle. L'escalier sent l'eau de javel et l'humidité. Dehors. L'air frais du matin la réveille complètement. Elle marche d'un pas rapide vers l'arrêt de bus, croisant quelques voisins qui partent au travail. Ici, tout le monde se lève tôt. C'est la loi de la cité. On bosse dur pour s'en sortir, ou on sombre. Le bus 21 arrive avec 5 minutes de retard. Amélie tend ses pièces au chauffeur. Exactement la somme, jamais 1 centime de plus. Et s'assied près de la fenêtre. Le trajet dure 40 minutes jusqu'au centre-ville. Elle regarde défiler les quartiers qui changent progressivement d'allure. Des bars HLM aux petites maisons bourgeoises, puis aux immeubles cossus du 6e arrondissement, 2 mondes qui ne se mélangent jamais, à 7h15 précise. Elle bade devant l'immeuble Beaumont & Associés, 22 étages de prestige architectural où se côtoient nos cabinets d'avocats, sociétés de conseil et agences d'immobilière haut de gamme. Amélie connaît les lieux par cœur. Elle y travaille depuis 8 mois pour une société de nettoyage qui a décroché le contrat. « Salut Amélie », lui lance Fatima, une collègue d'origine marocaine qui arrive en même temps qu'elle. « Salut Fat, ça va ?»« Comme toujours ma belle, on va encore se taper les chiottes de ces bourges. » Elles éclatent de rire. Fatima a cette façon directe de dire les choses qui détend l'atmosphère. Ensemble, elles prennent l'ascenseur jusqu'au 18e étage où se trouvent les bureaux de Beaumont Immobilier, une des plus grosses agences de la région. La routine commence. Vider les corbeilles,
aspirer les moquettes, nettoyer les vitres, désinfecter les toilettes. Amélie travaille en silence. Avec cette efficacité qu'elle a développée au fil des mois, elle aime bien ce moment de la journée où les bureaux sont vides. Avant l'arrivée des employés, ça lui donne l'impression d'évoluer dans un autre univers. Celui des costumes cravates et des décisions qui brassent des millions. Vers 9h, elle s'attaque aux escaliers de service. C'est là que tout bascule. Elle descend les marches en marbre, son seau à la main. Quand son pied dérape sur une trace d'humidité, l'équilibre se rompt brutalement. Amélie sent son corps partir en arrière. Le seau lui échappe des mains et elle s'écroule sur les marches dans un bruit sourd. Merde! La douleur lui traverse le dos, mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont ces pièces de monnaie qui s'éparpillent partout sur le sol en marbre. Ces précieux euros qui roulent dans tous les sens. Sonnant comme un carillon dérisoire dans la cage d'escalier luxueuse. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Une voix grave, inquiète. Amélie lève les yeux et voit un homme d'une 50aine d'années qui descend les marches 4 à 4. Costume gris anthracite impeccable, cheveux grisonnants soigneusement coiffés, allure distinguée, le genre d'homme qui doit valoir plus cher en accessoires que ce qu'elle gagne en un mois. « Ça va, marmonne-t-elle en essayant de se relever, rouge de honte. Mais l'homme est déjà à genoux à côté d'elle, ramassant ses pièces éparpillées. « Vous êtes sûre ? Vous avez fait une sacrée chute. Il faut prévenir quelqu'un, faire un rapport d'accident. »« Non, c'est bon, vraiment. » Amélie se redresse tant bien que mal. Acceptant la main qu'il lui tend, leurs regards se croisent une seconde. Il a des yeux fatigués, comme quelqu'un qui porte un poids invisible depuis longtemps. Puis son attention se porte sur son poignet, et elle voit son expression changer radicalement. L'homme fixe sa pulséra en argent avec une intensité troublante. Son visage se fige, devient livide. « Cette pulséra, murmure-t-il d'une voix blanche, où l'avez-vous eue ? Pardon, cette pulséra, avec Élodie, gravée dessus, où l'avez-vous trouvée ? » Amélie ressent un frisson d'inquiétude. Pourquoi cet homme connaît-il son bracelet ? Pourquoi a-t-il l'air si bouleversé ? Elle était à ma mère, bafouille-t-elle. L'homme la dévisage avec une expression qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Stupeur, espoir, incrédulité. Votre mère s'appelait Élodie. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas connue. Un silence pesant s'installe entre eux. L'homme semble chercher ses mots, comme s'il se trouvait au bord d'un précipice et hésitait à sauter. Mademoiselle, comment vous appelez-vous ? Amélie Vautrin. Il ferme les yeux un instant, comme pour encaisser un choc. Mademoiselle Vautrin, je crois qu'il faut qu'on parle. Henri Beaumont ne peut détacher son regard de la pulséra. Ses mains tremblent légèrement, tandis qu'il aide Amélie à ramasser les dernières pièces éparpillées sur le sol de marbre. Cette gravure artisanale, ces lettres cursives légèrement irrégulières, il reconnaîtrait ce bijou entre mille. Il l'a commandé lui-même il y a 26 ans chez un joaillier de la rue Saint-Féréol. Mademoiselle Vautrin, reprend-il d'une voix qu'il s'efforce de maîtriser, accepteriez-vous de prendre un café avec moi ? J'aimerais vraiment qu'on discute de cette pulséra. Amélie le regarde avec méfiance, dans son monde. Quand un homme en costume vous propose un café après un accident, c'est rarement bon signe. Soit il veut vous faire signer quelque chose pour éviter les ennuis, soit il a des intentions moins honorables. Écoutez, monsieur, Beaumont, Henri Beaumont. Le nom lui dit quelque chose, mais elle n'arrive pas à situer où elle l'a entendu. Probablement sur une plaque dans l'immeuble. Monsieur Beaumont, je vous remercie de m'avoir aidé, mais j'ai du travail. Il faut vraiment que j'y aille. S'il vous plaît. Il y a une urgence dans sa voix qui la fait hésiter. 5 minutes. Juste 5 minutes, cette pulséra. Elle ressemble trait pour trait à une que j'ai fait fabriquer pour ma fille. Amélie fronce les sourcils. Votre fille. Ma fille qui a disparu il y a 22 ans. Elle avait 2 ans. Le monde semble soudain vaciller autour d'Amélie. 2 ans. L'âge qu'elle avait quand Clémentine l'a trouvée. Une coïncidence. Forcément. Il doit y avoir des milliers de pulséras avec le prénom Élodie gravé dessus. Je suis désolée pour votre fille. Mais elle s'appelait Élodie Beaumont. Cette fois, Amélie sent ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuie contre la rampe d'escalier, le cœur battant. Vous dites n'importe quoi. Il y a un café au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le comptoir du Prado. Accordez-moi 5 minutes. Je vous en supplie. Si je me trompe, vous repartirez avec mes excuses et je ne vous embêterai plus jamais. Amélie regarde sa montre.
9h20. Elle a encore 1 heure de ménage avant de filer à son deuxième boulot. Mais quelque chose dans le regard de cet homme la pousse à accepter. Une détresse profonde qu'elle reconnaît, elle qui a grandi avec cette sensation d'être incomplète. D'accord, 5 minutes. Le café du rez-de-chaussée contraste avec le luxe de l'immeuble, banquette en sky rouge, comptoir en formica, machine à café qui a connu des jours meilleurs. Henri commande 2 expressos et ils s'installent à une table dans le fond, loin des oreilles indiscrètes. « Parlez-moi de cette pulséra », dit-il sans préambule. Amélie hésite, depuis toujours. Clémentine lui a appris à se méfier des inconnus, surtout ceux qui posent trop de questions. Mais il y a quelque chose dans l'attitude de cet homme qui la rassure, une sincérité douloureuse. Ma grand-mère m'a dit que c'était le seul souvenir de ma mère biologique, quand on m'a trouvée. J'avais 2 ans. J'étais dans un état critique dans une cité de Marseille-Nord, dénutrie, traumatisée. Je ne parlais plus. Cette pulséra était la seule chose que je portais. Henri ferme les yeux et serre les poings. Amélie voit une veine battre sur sa tempe. Quelle cité? La Solidarité, dans le 15e. Ma grand-mère, enfin Clémentine, elle était infirmière à l'époque. Elle faisait des permanences dans les dispensaires. C'est elle qui m'a trouvée et qui a décidé de m'adopter quand personne d'autre n'en voulait. En quelle année? 2001. Novembre 2001. Henri ouvre les yeux et la regarde intensément. Ma fille a disparu en juin 2001. Elle avait 2 ans et 3 mois. Sa voix se brise légèrement. On revenait d'une promenade au parc Borély. Ma femme portait Élodie. Moi, je poussais la poussette vide. On s'est arrêté devant une librairie. Sabine est entrée avec la petite pour acheter un livre d'images. Moi, je suis restée dehors à regarder la vitrine. Quand je me suis retournée, il s'interrompt, revivant visiblement la scène. Quand je me suis retournée, elles n'étaient plus là. J'ai pensé qu'elles étaient allées plus loin dans le magasin. J'ai cherché partout. Sabine était là, dans les rayons, complètement hagarde. Élodie avait disparu, envolée, en quelques secondes. Amélie sent un frisson lui parcourir l'échine. Et la police. 22 ans d'enquête, 22 ans à suivre la moindre piste, à espérer chaque coup de téléphone. Rien, comme si ma fille s'était volatilisée. Il sort son portefeuille et en extrait une photo jaunie, une petite fille aux boucles blondes et aux yeux verts, souriante, qui porte la même pulséra qu'Amélie. Vous lui ressemblez, murmure-t-il. Pas physiquement. Vous avez les cheveux châtains et les yeux noisettes, mais il y a quelque chose dans votre regard. Cette façon de incliner légèrement la tête quand vous réfléchissez. Élodie faisait exactement la même chose. Amélie fixe la photo, troublée. Cette enfant a l'air si heureuse, si protégée, l'inverse de ce qu'elle a vécu dans ses premiers souvenirs. Monsieur Beaumont, je comprends votre émotion, mais Henri, appelez-moi Henri. Henri, je comprends que vous cherchiez votre fille depuis si longtemps, mais ce n'est pas parce que j'ai une pulséra similaire que... Pas similaire, identique. Il se penche vers elle. Cette gravure a été faite par un artisan joaillier. Maître Guillot, rue Saint-Féréol, il avait une technique particulière, une façon unique de former les lettres. Regardez bien le « E » d'Élodie. Vous voyez cette petite courbe en bas à droite? C'était sa signature. Il est mort en 2003. Personne d'autre n'a jamais reproduit ce style. Amélie examine sa pulséra sous la lumière du café. Effectivement, le « E » a cette particularité qu'elle n'avait jamais remarquée. Ça ne veut rien dire, proteste-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Votre grand-mère, Clémentine, c'est ça. Elle est encore vivante. Oui, mais elle est malade. Un cancer. Elle ne peut plus vraiment recevoir de visite. J'aimerais lui parler, savoir exactement dans quelles circonstances elle vous a trouvé. Amélie se lève brusquement. Cette conversation prend une tournure qui l'angoisse. Et si cet homme disait la vérité? Et si elle était vraiment cette Élodie disparue? Que deviendrait sa vie? Que deviendrait Clémentine? Il faut que j'y aille. Mon patron va s'inquiéter. Amélie, attendez. Mais elle est déjà partie. Laissant Henri seul avec ses 2 cafés refroidis et ses 22 ans d'espoir qui refont surface, en remontant vers les étages, Amélie a l'impression de flotter. Ses gestes automatiques, aspirer, frotter, vider, lui permettent de ne pas penser. Mais les mots d'Henri résonnent dans sa tête. Élodie Beaumont. Et si c'était vraiment son nom? Et si, quelque part dans Marseille, il y avait une famille qui l'avait cherchée pendant toutes ces années, à midi, quand elle termine son service?
Henri l'attend devant l'immeuble. « Je sais que ça peut paraître fou, dit-il avant qu'elle ait le temps de protester. Mais accepteriez-vous de faire un test ADN, juste pour être sûr, dans un sens ou dans l'autre ?» Amélie le regarde longuement. Cet homme ne ressemble pas à un fou. Il a l'air d'un père qui souffre depuis des décennies et qui entrevoit enfin une lueur d'espoir. Si je dis oui, si jamais, qu'est-ce qui se passerait? Rien que vous ne vouliez, je ne cherche pas à bouleverser votre vie. Amélie, je veux juste savoir si ma fille m'est en vie quelque part. Elle pense à Clémentine, seule à la maison, qui l'attend pour déjeuner, à ses 3 boulots, à sa petite vie tranquille dans la cité des Rosiers, à cette famille inconnue qu'il a peut-être cherchée pendant 22 ans. D'accord, dit-elle enfin. Mais si le test était négatif, vous me promettez de me laisser tranquille. Je vous le promets. Et si c'est positif? Henri la regarde avec une tendresse infinie. Alors on verra, ensemble, à votre rythme. En rentrant chez elle ce midi-là, Amélie ne peut s'empêcher de regarder son reflet dans la vitre du bus. Qui est-elle vraiment? Amélie Vautrin, petite fille de Clémentine Dubois, ou Élodie Beaumont, héritière d'une famille qu'elle ne connaît pas? Pour la première fois depuis longtemps, elle a peur de la réponse. Le laboratoire d'analyse médicale de la rue Paradis sent le désinfectant et l'angoisse. Amélie serre nerveusement sa pulséra entre ses doigts en attendant qu'on l'appelle, à côté d'elle. Henri feuillette machinalement un magazine sans rien lire. Depuis 3 jours, ils n'ont échangé que quelques mots au téléphone pour convenir de ce rendez-vous. Monsieur Beaumont, Mademoiselle Vautrin, l'infirmière qui les appelle a un sourire professionnel. Mais Amélie perçoit une curiosité mal dissimulée dans son regard. Il faut dire que la situation est inhabituelle. Un homme en costume de prix et une jeune femme en jean délavé qui viennent faire un test de paternité, c'est rapide et indolore, explique la femme en blouse blanche. Une simple prise de sang pour chacun. Les résultats seront disponibles dans 48 heures. 48 heures pour savoir si toute sa vie n'est qu'un mensonge, pense Amélie en tendant son bras. L'aiguille s'enfonce sans qu'elle bronche. Elle a l'habitude de la douleur, physique et morale. En sortant du laboratoire, Henri propose « Un café ?» Elle hésite. Depuis leur première rencontre, elle oscille entre fascination et terreur à l'idée de découvrir la vérité. Clémentine n'a rien dit quand elle lui a annoncé le test, se contentant d'un hochement de tête résigné, comme si elle s'attendait à ce que ce jour arrive un jour ou l'autre. « D'accord, mais pas longtemps. J'ai mon service au café cet après-midi. » Il s'installe dans une brasserie proche. Henri commande un expresso, Amélie un chocolat chaud, une habitude d'enfance qu'elle n'arrive pas à perdre. « Parlez-moi de votre famille, » dit-elle soudain, de celle qui a perdu Élodie. Henri semble surpris par la question, mais son visage s'adoucit. « Ma femme Sabine et moi, on s'est rencontrés à l'université. Elle étudiait l'art, moi le droit. On a eu un coup de foudre immédiat. Il sourit, mais c'est un sourire mélancolique. Sabine est une femme extraordinaire, passionnée, créative, d'une sensibilité à fleur de peau. Elle voulait être restauratrice d'art. Quand Élodie est née, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper d'elle. Elle était une mère merveilleuse. Était. Le sourire d'Henri s'effrite. Le jour où Élodie a disparu, quelque chose s'est cassé en Sabine. Définitivement, les premiers mois, elle refusait de quitter la maison, persuadée qu'Élodie allait revenir. Elle a transformé la chambre de notre fille en sanctuaire. Rien n'a bougé depuis 22 ans. Les peluches, les vêtements, même le biberon sur la table à langer. Amélie sent un frisson d'inquiétude la parcourir. Et maintenant, Sabine vit dans un monde parallèle où Élodie va avoir 24 ans et revenir à la maison d'un jour à l'autre. Elle lui achète encore des cadeaux d'anniversaire, des vêtements à sa taille supposée. Elle refuse catégoriquement d'envisager que notre fille puisse être. Il ne termine pas sa phrase, mais Amélie comprend. Et vous, comment vous avez tenu le coup? Le travail. L'agence immobilière m'a sauvée. Se lever chaque matin, avoir des objectifs concrets, des dossiers à gérer, et puis, les recherches. J'ai embauché tous les détectives privés de la région au fil des années. J'ai suivi la moindre piste, même les plus farfelues. Ça m'a donné l'illusion d'agir, de ne pas rester les bras croisés. Henri remue son café d'un geste machinal. Vous savez, Amélie, il y a eu des moments où j'ai failli craquer, où j'ai pensé que Sabine avait peut-être raison de vivre dans le déni. C'est moins douloureux que d'accepter la réalité. Quelle réalité? Qu'Élodie était probablement morte depuis longtemps, qu'on ne la reverrait jamais,
Il lève les yeux vers elle. Jusqu'à avant-hier, jusqu'à ce que je voie cette pulséra. Amélie touche instinctivement le bijou à son poignet. Et si jamais c'est moi, qu'est-ce que ça changera pour votre femme? Henri soupire profondément. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sabine a construit sa survie psychologique sur l'image d'une Élodie idéalisée, une petite fille éternelle qui reviendrait un jour, inchangée, découvrir que sa fille a grandi, qu'elle a vécu toutes ces années sans nous. Il secoue la tête. Ça pourrait la détruire, ou la sauver. Je n'en ai aucune idée. Amélie boit son chocolat en silence, réfléchissant. Et moi, dans tout ça, si je suis vraiment votre fille, qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. La réponse fuse, sincère. Je n'attends rien, Amélie. Vous avez vécu 22 ans sans nous, vous avez construit votre vie, vos repères, vos affections. Je ne peux pas débarquer et prétendre rattraper le temps perdu. Alors pourquoi faire ce test? Henri la regarde longuement. Pour savoir, simplement pour savoir, pendant 22 ans, j'ai imaginé ma fille morte dans un fossé, ou grandir chez des inconnus qui lui faisaient du mal, ou 1000 scénarios atroces. Si vous êtes Élodie, au moins je saurai qu'elle a eu une grand-mère aimante, qu'elle s'en est sortie, qu'elle est devenue une jeune femme courageuse et débrouillarde. Amélie sent sa gorge se serrer. Et si ce n'est pas moi, alors je continuerai à chercher, jusqu'à mon dernier souffle. Ils restent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Autour d'eux, la vie continue. Serveur qui s'affaire, client qui parle fort, bruit de la circulation. Mais pour eux, le temps semble suspendu. « Parlez-moi de Clémentine », dit Henri. « Comment était-elle quand vous étiez petite ?» Le visage d'Amélie s'illumine. « Mamie, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Quand elle m'a trouvée, j'étais dans un état épouvantable, dénutrie, couverte de bleu, complètement mutique. Les services sociaux voulaient me placer en institution spécialisée. Clémentine a refusé. Elle a dit qu'elle s'occuperait de moi. Elle était seule, veuve depuis 10 ans. Son mari était mort d'un cancer quand elle avait 50 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Les médecins lui ont dit que s'occuper d'une gamine traumatisée à son âge, c'était de la folie. Elle leur a répondu qu'elle avait passé sa carrière à soigner des gens, qu'elle saurait bien s'occuper d'une petite fille. Amélie sourit en se remémorant ces histoires que Clémentine lui a racontées 1000 fois. Les premiers mois ont été terribles. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je me réveillais en hurlant. Je refusais qu'on me touche. J'avais peur de tout. Mamie a eu une patience d'ange. Elle restait des heures assise à côté de mon lit, à me chanter des berceuses jusqu'à ce que je me rendorme. Et la pulséra, elle ne vous a jamais dit d'où elle venait exactement. Elle m'a toujours répété la même version. C'était la seule chose que je portais quand on m'a trouvée. Elle a pensé que c'était un souvenir de ma famille biologique. Elle a fait des recherches, contacté les services sociaux, mis des annonces dans les journaux locaux. Personne ne s'est manifesté. Henri fronce les sourcils. C'est étrange. Nous, on a mis des avis de recherche partout, dans tous les journaux, à la radio, à la télé. Comment se fait-il que... Il s'interrompt, réfléchissant. À moins que Clémentine n'ait pas voulu que vous soyez retrouvés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si elle vous a trouvé dans l'état que vous décrivez, elle a pu penser que votre famille biologique vous maltraitait? Elle a peut-être préféré vous protéger plutôt que de risquer de vous rendre à des parents indignes. Cette hypothèse trouble Amélie. Elle n'avait jamais envisagé que Clémentine ait pu volontairement couper les ponts avec sa famille d'origine. Il faudrait que je lui pose la question. Avec délicatesse, si j'ai raison, c'est qu'elle vous aimait déjà assez pour prendre des risques pour vous protéger. Amélie regarde sa montre. Il faut que j'y aille. Mon patron déteste les retards. En se levant, Henri sort une carte de visite de sa poche. Mon numéro personnel. Appelez-moi dès que vous avez les résultats. Ou avant, si vous avez envie de parler. Elle prend la carte. Hésite un instant. Henri, si jamais je suis vraiment votre fille, est-ce que vous pourrez m'aimer comme je suis? Pas comme l'Élodie que vous avez perdue, mais comme l'Amélie que je suis devenue. La question le prend de court. Il la regarde avec une émotion intense. Amélie, si vous êtes ma fille, je vous aimerai exactement comme vous êtes, avec votre histoire, vos cicatrices, votre force, parce que c'est ça qui fait de vous la femme remarquable que vous êtes devenue. En rentrant chez elle ce soir-là, Amélie trouve Clémentine assise dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. « Mamie, ça va ?» La vieille dame se tourne vers elle. «
et Amélie voit des larmes dans ses yeux. « Ma chérie, il faut qu'on parle. » Le téléphone sonne à 9 heures précises ce vendredi matin. Amélie sursaute, renversant sa tasse de café sur la table de la cuisine. Clémentine, assise en face d'elle, la regarde avec cette expression inquiète qu'elle arbore depuis leur conversation de mercredi soir. Une conversation où sa grand-mère lui a avoué avoir toujours su que ce jour viendrait. « Mademoiselle Vautrin, docteur Lemaire, laboratoire Paradis, vos résultats sont prêts. Pourriez-vous passer les récupérer aujourd'hui ?» La voix est neutre. Professionnelle. Impossible de deviner quoi que ce soit au ton. « Oui, j'arrive. » Amélie raccroche, les mains tremblantes. Clémentine tend la sienne par-dessus la table et serre celle de sa petite fille. « Quoi que disent ces papiers, ma chérie, tu resteras ma petite fille. Ça, personne ne pourra jamais le changer. » 1 heure plus tard, Amélie retrouve Henri devant le laboratoire. Il a l'air d'avoir aussi mal dormi qu'elle. Costume froissé, cernes sous les yeux, nervosité palpable. « Bonjour Amélie. Prête ?» Elle hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Ils entrent ensemble dans le laboratoire aseptisé. Le docteur Lemaire les reçoit dans son bureau. Une enveloppe Kraft posée devant lui. Il ajuste ses lunettes et regarde alternativement Henri et Amélie. « Monsieur Beaumont, mademoiselle Vautrin, j'ai vos résultats. » Il marque une pause qui semble durer une éternité. Le test ADN confirme avec 97% de certitude que vous êtes père et fille. Le silence qui suit est assourdissant. Amélie sent le sol se dérober sous ses pieds. Henri ferme les yeux, comme s'il encaissait un coup de poing. « Vous êtes sûr ?» balbutie-t-elle. « Absolument certain, les marqueurs génétiques correspondent parfaitement. Monsieur Beaumont, vous avez retrouvé votre fille. » Henri se lève brusquement et fait quelques pas vers la fenêtre. Le dos tourné, ses épaules tremblent. Amélie reste pétrifiée sur sa chaise, fixant l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. « Élodie » murmure Henri d'une voix brisée. « Non. » La réaction d'Amélie est violente, instinctive. « Je ne suis pas Élodie. Je suis Amélie. Amélie Vautrin. » Henri se retourne, les yeux rougis. « Bien sûr. Pardonnez-moi. Vous êtes Amélie. Vous avez toujours été Amélie. » Le trajet jusqu'à la villa des Beaumont dans le 8e arrondissement se fait en silence. Amélie découvre un monde qu'elle n'imaginait même pas. Portail électrique, jardin paysager, maison à l'architecture provençale avec vue sur la mer, tout l'oppose à la cité des Rosiers. Sabine ne sait pas que vous venez, prévient Henri en garant sa BMW. Je préfère lui annoncer progressivement, elle est fragile. La porte d'entrée s'ouvre sur une femme d'une 50aine d'années, élégante malgré son air égaré, cheveux blonds coiffés avec soin, robe en soie, mais quelque chose dans son regard indique qu'elle n'est pas tout à fait présente. « Henri, tu rentres tôt aujourd'hui. Sabine, j'aimerais te présenter quelqu'un. Voici Amélie. » Sabine regarde la jeune femme sans vraiment la voir, puis son attention se porte sur la pulséra qu'Amélie porte au poignet. Son visage se transforme instantanément. « Cette pulséra, où l'avez-vous eue, Sabine ?» commence Henri. « Je vous demande où vous avez eu cette pulséra. » L'éclat de voix fait sursauter Amélie. Sabine s'approche d'elle, les yeux fiévreux. « C'est celle d'Élodie. Je la reconnais. Vous l'avez volée? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? » Sabine, calme-toi. Amélie est... Amélie? Sabine éclate d'un rire hystérique. Elle s'appelle Élodie. Ma fille s'appelle Élodie. Henri prend sa femme par les épaules, essaie de la rassurer. Chérie, assieds-toi, il faut qu'on parle. Mais Sabine se dégage violemment et dévisage Amélie avec hostilité. Vous n'êtes pas ma fille. Ma fille a 2 ans. Elle a des boucles blondes et des yeux verts. Elle aime les histoires de princesses et les gâteaux au chocolat. Vous êtes une usurpatrice. Sabine, non, je sais qui est ma fille, et ce n'est pas cette fille des rues. Le mépris dans sa voix blesse Amélie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle recule vers la porte d'entrée. Je vais y aller. Amélie, attendez. Henri se tourne vers sa femme. Sabine, les tests ADN le prouvent. Amélie est notre fille, notre Élodie. Le visage de Sabine se décompose. Elle secoue la tête frénétiquement. Non, 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 c'est impossible. Élodie va revenir. Elle va revenir à la maison pour son goûter, comme tous les jours. Sabine, montrez-moi ces tests. Ils mentent.
Cette fille ment. Henri sort l'enveloppe du laboratoire, mais Sabine la lui arrache des mains et la déchire en 1000 morceaux. Voilà ce que j'en fais de vos mensonges. Ma fille n'a 2 ans. 2 ans. Amélie n'en peut plus. Cette femme qui devrait être sa mère la rejette avec une violence qui lui rappelle tous ses cauchemars d'enfance. Elle se dirige vers la porte. Amélie, Henri la rattrape sur le perron. Je suis désolée. Sabine a besoin de temps pour... Pourquoi ? Les larmes coulent sur les joues d'Amélie. Pour accepter que sa fille parfaite soit devenue une femme de ménage qui compte ses pièces tous les matins. Pour admettre que je ne suis pas la petite princesse qu'elle a imaginée pendant 22 ans. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Amélie essuie rageusement ses larmes. Votre femme préfère sa fille morte plutôt que vivante si elle ne correspond pas à ses fantasmes. Henri ne trouve rien à répondre. De l'intérieur de la maison leur parviennent les sanglots hystériques de Sabine. « Je rentre chez moi », dit Amélie, « chez ma vraie famille. » Le trajet en bus jusqu'à la Cité des Rosiers lui semble interminable. Amélie fixe son reflet dans la vitre, essayant de comprendre qui elle est vraiment. Élodie Beaumont, héritière d'une fortune immobilière. Ou Amélie Vautrin, petite fille de Clémentine Dubois. En arrivant à l'appartement, elle trouve sa grand-mère en train de préparer le déjeuner. Clémentine lit immédiatement la détresse sur son visage. Alors, c'est positif. Je suis bien leur fille. Amélie s'effondre sur une chaise. Mais sa femme, mamie, elle m'a regardée comme si j'étais un monstre, comme si j'avais tué sa vraie fille en existant. Clémentine s'assied en face d'elle et prend ses mains dans les siennes. Ma chérie, cette femme vit dans le déni depuis 22 ans pour survivre à la douleur de perdre son enfant. Elle s'est construite un monde imaginaire où sa fille reste éternellement une petite fille de 2 ans. Te voir, toi, adulte, avec tes propres expériences, ta propre personnalité, ça détruit son mécanisme de défense. Mais je suis vraiment sa fille. Tu es sa fille biologiquement, mais tu es mon cœur depuis 22 ans. Clémentine serre ses mains plus fort. Et ça, ma chérie, personne ne pourra jamais l'effacer. Ni les tests ADN, ni les familles riches, ni les mères qui ont oublié comment aimer leurs enfants tels qu'ils sont. Amélie fond en larmes dans les bras de sa grand-mère. Cette femme qui l'a sauvée, élevée, aimée sans condition pendant toutes ces années. Qu'est-ce que je vais faire, mamie ? Ce que tu as toujours fait, ma belle. Tu vas vivre ta vie, avec tes choix, tes valeurs, tes priorités. Tu découvriras peut-être une famille biologique, mais tu garderas la famille de cœur que nous avons construite ensemble. Et si Henri veut, Henri semble être un homme bien, laisse-lui du temps, et surtout, ne change pas qui tu es pour correspondre à ce qu'il attend. S'il t'aime vraiment, il t'aimera tel que tu es devenu. Le téléphone sonne. Henri. Amélie, je suis désolée pour Sabine. Elle a eu une crise de nerfs. Le médecin lui a donné un calmant. Comment va-t-elle ? Elle dort. Mais avant de sombrer, elle m'a dit quelque chose d'étrange. Elle prétend que vous ne pouvez pas être Élodie parce qu'Élodie va revenir, que quelqu'un va la ramener, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. Amélie fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Sabine délirait peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses sur la disparition d'Élodie que je ne sais pas. Des choses que Sabine n'a jamais voulu me dire. Vous pensez qu'elle cache quelque chose ? Possible, Amélie. Accepteriez-vous qu'on se revoie ? Pour parler calmement. Loin de Sabine. J'aimerais comprendre ce qui s'est vraiment passé il y a 22 ans. Amélie regarde Clémentine, qui hoche la tête encourageante. D'accord, mais pas chez vous, et pas question que vous essayiez de me faire devenir quelqu'un d'autre. Jamais, je vous le promets. En raccrochant, Amélie se dit qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Sa vie ne sera plus jamais la même. Mais au moins, elle a Clémentine à ses côtés, sa vraie famille, celle qui compte vraiment. 3 jours après la révélation catastrophique chez les Beaumont, Henri fait les 100 pas dans son bureau, au 20e étage de l'immeuble qui porte son nom, par la baie vitrée. Il contemple Marseille qui s'étend jusqu'à la mer, mais son esprit est ailleurs. Les mots de Sabine résonnent encore dans sa tête. Élodie va revenir. Quelqu'un va la ramener. Il décroche son téléphone et compose un numéro qu'il connaît par cœur. Morel, c'est Henri Beaumont. J'ai besoin de vous. Immédiatement. Vincent Morel est le meilleur détective privé de Marseille. En 22 ans, Henri a fait appel à ses services une dizaine de fois, suivant chaque piste, même les plus improbables. Cette fois, c'est différent. Cette fois,
Il a retrouvé sa fille, mais les réactions de Sabine l'inquiètent. Il y a quelque chose qu'elle ne lui a jamais dit. 1 heure plus tard, Morel pousse la porte du bureau, la cinquantaine bedonnante, costume de grand magasin et regard perçant d'ancien flic. Il s'assied sans attendre d'y être invité. « Alors, patron, nouvelle piste sur la petite Élodie. Je l'ai retrouvée. Vincent. » Morel manque de s'étrangler avec son café. « Quoi, vivante. Vivante, adulte. Elle s'appelle Amélie Vautrin maintenant. Les tests ADN l'ont confirmé hier. Putain, excusez-moi, mais alors, qu'est-ce que vous me voulez ?» Henri se lève et va se poster devant la fenêtre. Ma femme a eu une réaction troublante. Elle refuse d'accepter qu'Amélie soit notre fille, mais surtout, elle a dit quelque chose d'étrange, que quelqu'un allait ramener Élodie comme si elle savait qui l'avait enlevée. Morel sort son carnet. Réflexe professionnel. Vous pensez que Madame Beaumont vous a caché des informations sur le kidnapping ? Possible. En 22 ans, j'ai toujours trouvé bizarre qu'on n'ait aucune piste, aucun témoin, aucune demande de rançon, aucune trace. Comme si Élodie s'était volatilisée. Les kidnappings d'enfants sans demande de rançon, c'est souvent familial, divorce conflictuel, droit de visite refusé, nous n'étions pas divorcés, et nos familles respectives. Henri s'interrompt. Attendez, la sœur de Sabine, Odette. Odette comment ? Odette Lemoine. Elle habitait à Aix-en-Provence à l'époque, mariée, sans enfant. Henri se masse les tempes. Il y avait toujours eu une rivalité entre les deux sœurs. Odette était jalouse de Sabine, de sa réussite, de son mariage, et surtout d'Élodie. Odette et son mari essayaient d'avoir un enfant depuis des années. Sans succès, elle était obsédée par sa stérilité. Quand Élodie est née, j'ai remarqué qu'Odette la regardait avec une intensité troublante. Morel griffonne rapidement. Elle était présente le jour de la disparition. Non, enfin, je ne pense pas. Sabine ne m'a jamais dit qu'elle l'avait vue. Henri fronce les sourcils. Mais maintenant que j'y repense, Sabine a reçu un coup de fil étrange ce matin-là. Elle a raccroché précipitamment quand je suis entrée dans la cuisine. Il faut que je retrouve cette Odette Lemoine. Vous avez gardé le contact. Elle a divorcé il y a une 15aine d'années. Après ça, plus de nouvelles. Sabine prétendait qu'elle était partie vivre en Espagne. Morel referme son carnet. Laissez-moi 48 heures. Si cette femme a quelque chose à voir avec la disparition d'Élodie, je la retrouverai. Pendant ce temps, dans la cité des Rosiers, Amélie essaie de reprendre le cours de sa vie, mais tout lui semble différent maintenant. Ses collègues de ménage la regardent bizarrement depuis qu'elle a manqué 2 jours de travail. Au café où elle sert l'après-midi, les clients habitués lui demandent si ça va. Elle a l'impression de porter un masque en permanence. « Tu es sûre que ça va, ma belle ?» lui demande Fatima en fin de service de ménage. « Tu as une tête de déterrée depuis quelques jours. » Amélie hésite. Fatima est son amie la plus proche. Mais comment lui expliquer qu'elle vient de découvrir qu'elle est l'héritière d'une fortune immobilière ? « Tes problèmes familiaux, » éluda-t-elle. « Ta grand-mère, entre autres. » Fatima la regarde avec compassion. « Si tu as besoin de parler, je suis là, tu sais. » De retour chez elle, Amélie trouve Clémentine plus pâle que d'habitude. Assise dans son fauteuil préféré, le cancer progresse. Même si sa grand-mère refuse d'en parler, « Tu as des nouvelles de ton, de Henri ?» demande Clémentine avec précaution. « Il m'a envoyé un message ce matin. Il veut qu'on se revoie pour parler, loin de sa femme. Tu vas y aller ?» Amélie s'assied sur l'accoudoir du fauteuil et prend la main de sa grand-mère. « Je ne sais pas, mamie. J'ai peur. Peur de ce qu'il va me demander. Peur de ce que ça va changer entre nous. Ma chérie, écoute-moi bien. » Clémentine serre sa main. « Tu as le droit de connaître tes origines. Tu as le droit de découvrir cette famille, si c'est ce que tu veux. Mais tu as aussi le droit de refuser. Tu as le droit de choisir ta famille. Et si je veux les deux, alors tu auras les deux. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne peut aimer qu'une seule famille. » Le lendemain, Henri appelle Amélie. Sa voix est tendue. « Amélie, Vincent Morel, mon détective privé, a retrouvé des informations sur Odette Lemoine. Accepteriez-vous qu'on se voie ? C'est important. » Il se retrouve dans un café discret du 6e arrondissement. Henri a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 semaine. Il commande un double expresso. Amélie se contente d'un thé. Morel a retrouvé la trace d'Odette, annonce-t-il sans préambule. Elle est morte il y a 5 ans en Espagne. Accident de voiture près de Valence. On est alors. Ce n'est pas tout. Henri sort une chemise de documents.
Morel a enquêté sur sa vie après la disparition d'Élodie, 6 mois après le kidnapping. Odette a quitté son mari et la France du jour au lendemain. Elle a vidé leur compte en banque commun et disparu. Amélie sent un frisson lui parcourir l'échine. Vous pensez que... Je pense qu'Odette a enlevé ma fille, sa propre nièce, par jalousie, par désespoir de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais alors, comment j'ai pu me retrouver dans cette cité ? Henri sort d'autres documents. Morel a retracé le parcours d'Odette après son départ de France. Elle a vécu 6 mois à Barcelone, puis a déménagé plusieurs fois, chaque fois dans des endroits isolés, sous de fausses identités. Elle avait Élodie avec elle. C'est ce qu'on pense, mais regardez ça. Il lui montre un rapport médical. Odette a consulté plusieurs psychiatres en Espagne entre 2001 et 2003. Dépression sévère, crise d'angoisse, syndrome de stress post-traumatique. Amélie lit le document. Troublée, elle se sentait coupable. Plus que ça, je pense qu'elle n'a pas supporté ce qu'elle avait fait. Vivre avec un enfant volé, c'est vivre dans la terreur permanente d'être découverte. Et puis, élever une petite fille traumatisée par l'enlèvement. Henri marque une pause, la voix brisée par l'émotion. Je pense qu'au bout de quelques mois, Odette a craqué. Elle vous a abandonné dans cette cité de Marseille et elle a fui en Espagne pour ne plus jamais revenir. Amélie sent sa gorge se serrer. Donc, pendant des mois, j'ai vécu avec la femme qui m'avait enlevée à mes parents. Oui, et ça explique l'état dans lequel Clémentine vous a trouvé. Un enfant de 2 ans abandonné par des ravisseurs. Ça laisse des séquelles. Pourquoi Sabine n'a jamais soupçonné sa sœur ? Henri soupire profondément. Parce qu'Odette était maligne. Elle a continué à appeler Sabine régulièrement après la disparition d'Élodie. Elle jouait la sœur compatissante, celle qui partageait sa douleur. Sabine n'a jamais eu le moindre doute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces informations ? On dit la vérité à Sabine. Elle a le droit de savoir que sa propre sœur nous a détruits, que pendant 22 ans, elle a pleuré une fille qui était vivante, kidnappée par quelqu'un de sa propre famille. Amélie secoue la tête. Vous avez vu l'état dans lequel elle était l'autre jour. Cette révélation va l'achever. Peut-être. Ou peut-être que ça l'aidera à accepter que vous êtes bien Élodie, que vous n'êtes pas responsable de votre disparition. Henri la regarde intensément. Amélie, je sais que c'est dur. Apprendre qu'on a été kidnappé par sa propre tante, abandonné comme un chien, mais vous devez savoir, vous avez le droit de connaître votre histoire. Amélie fixe sa tasse de thé, l'esprit en ébullition. Toutes ces années où elle s'est demandé pourquoi elle avait été abandonnée, maintenant elle sait, et c'est encore pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Il faut que j'en parle à Clémentine. Elle mérite de savoir aussi. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. En se levant pour partir, Amélie se tourne vers Henri. Cette histoire, ça change quelque chose entre nous. Le fait que votre belle-sœur m'ait kidnappée, Henri la regarde avec une tendresse infinie. Ça ne change rien à l'essentiel. Amélie, vous êtes ma fille. Quoi qu'il se soit passé, vous restez ma fille. Vincent Morel étale les documents sur la table du café, comme un joueur abat ses cartes. Henri et Amélie se penchent sur les photos, les rapports, les témoignages qu'il a rassemblés en 48 heures d'enquête intensive. L'image qui se dessine est celle d'une tragédie familiale d'une ampleur qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Tout a commencé bien avant le jour de l'enlèvement, explique Morel en désignant une série de photos d'Odette Lemoine. Cette femme était obsédée par sa stérilité depuis des années. Sur les clichés, on voit une femme blonde d'une 40aine d'années, élégante mais au regard dur. Elle ressemble à Sabine, mais en plus anguleux, plus amer. J'ai retrouvé son gynécologue à Aix, retraité maintenant, mais il se souvient parfaitement d'elle. Odette consultait tous les mois, parfois toutes les semaines. Elle voulait un enfant à tout prix, traitements hormonaux, fécondation in vitro. Elle a tout essayé. Henri prend une des photos. Je me souviens qu'elle posait beaucoup de questions sur Élodie. Les détails de la grossesse de Sabine, l'accouchement, les premiers mois, parce qu'elle préparait son coup, continue Morel. Regardez ça, il sort un dossier médical. 3 mois avant l'enlèvement, Odette a consulté un psychiatre privé à Marseille. Docteur Martineau, elle lui a raconté qu'elle avait des pensées intrusives concernant sa nièce, qu'elle rêvait qu'Élodie était sa fille. Amélie sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle planifiait de me kidnapper depuis des mois. Plus que ça, Morel sort d'autres documents. Elle a loué un appartement à Marseille-Nord sous un faux nom 2 semaines avant la disparition, un 2 pièces meublé, loyer payé 6 mois d'avance, en liquide.
Henri secoue la tête, incrédule. Comment a-t-elle pu organiser tout ça sans que personne s'en aperçoive? Parce qu'elle était intelligente et désespérée. Morel feuillette ses notes. Elle a aussi soudoyé une employée de la librairie où Sabine emmenait souvent Élodie, une certaine Martine Dubois, qui travaillait là depuis des années. Soudoyée pour quoi faire? Pour qu'elle appelle Sabine ce matin-là et lui demande de passer récupérer un livre qu'elle avait soi-disant commandé, un livre sur les princesses pour Élodie. Amélie se souvient des paroles d'Henri. Sabine était entrée dans la librairie avec Élodie pour acheter un livre d'images. Donc ma mère, Sabine n'achetait pas un livre au hasard. Elle venait récupérer quelque chose qu'on lui avait demandé de venir chercher. Exactement. Et Odette l'attendait. Elle connaissait les habitudes de sa sœur. Savait qu'Henri resterait dehors avec la poussette. Elle avait tout calculé. Morel sort un plan de la librairie, annoté de sa main. La boutique avait 2 sorties, une sur la rue principale, une autre qui donnait sur une ruelle perpendiculaire, pendant que Sabine fouillait dans les rayons en cherchant cette Martine Dubois qui avait mystérieusement disparu. Odette a pris Élodie et filé par la sortie de derrière. Une voiture l'attendait. Henri pose sa tête dans ses mains. 22 ans qu'on cherche des ravisseurs anonymes, et c'était sa propre sœur. Le plus pervers, c'est qu'Odette a continué à jouer la comédie pendant des mois. Reprend Morel. Elle appelait Sabine régulièrement, participait aux battues, consolait sa sœur. Elle a même donné de l'argent pour les avis de recherche. Amélie a la nausée. Elle vivait avec moi pendant qu'elle consolait ma mère. Oui, et c'est là que tout s'est compliqué pour elle. Morel sort une série de rapports psychiatriques espagnols. Élever un enfant kidnappé, c'est un enfer psychologique. Élodie, vous n'étiez plus la petite fille joyeuse que vous étiez avant l'enlèvement. Vous étiez traumatisée. Vous pleuriez sans arrêt. Vous refusiez qu'Odette vous touche. Des images floues remontent à la mémoire d'Amélie. Une femme blonde qui pleurait beaucoup, des cris, de la peur, toujours de la peur. Elle a essayé de vous faire accepter qu'elle était votre mère. Elle vous appelait ma chérie, mon bébé. Mais vous réclamiez maman, papa. Vous saviez que quelque chose n'allait pas. Henri a les larmes aux yeux. Ma pauvre petite fille. Odette a tenu 6 mois. 6 mois d'enfer où elle a réalisé que son rêve se transformait en cauchemar. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus. Elle avait peur que vous parliez quand vous grandiez, que vous racontiez à quelqu'un que vous n'étiez pas sa fille. Et mon état à moi s'aggravait, murmure Amélie. Je ne parlais plus. Je faisais des crises. Bon, exactement. Odette s'est retrouvée avec un enfant qu'elle ne savait pas gérer, dans un appartement où elle n'osait pas sortir, rongée par la culpabilité et la paranoïa. Morel montre des photos de l'appartement que les autorités espagnoles ont retrouvé après la mort d'Odette. Elle avait gardé tous les journaux qui parlèrent de la disparition d'Élodie, toutes les émissions de télévision, tous les appels à témoins. Elle se torturait avec ça tous les jours. « Pourquoi ne pas m'avoir rendu ?» demande Amélie, la voix brisée. Parce qu'elle savait qu'elle irait en prison, et puis, dans sa tête malade, elle s'était persuadée qu'Élodie était mieux avec elle qu'avec ses parents, qu'elle vous aimait plus que quiconque. Henri se lève et fait quelques pas, incapable de rester assis. Comment ça s'est terminé? Comment Amélie s'est-elle retrouvée dans cette cité? Novembre 2001, Odette a complètement craqué. Morel consulte ses notes. Une voisine de l'immeuble de Marseille-Nord se souvient d'avoir entendu des cris d'enfants pendant des jours. Puis plus rien. Elle a alerté les services sociaux. Et, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Amélie seule dans l'appartement. Odette était partie depuis 3 jours, laissant un enfant de 2 ans et demi sans nourriture, sans eau, enfermé. Amélie porte la main à sa bouche, horrifiée. Elle m'a abandonnée pour mourir. Non, enfin, pas consciemment. Morel sort un autre document. Odette a laissé une lettre, une seule ligne. Je suis désolée, quelqu'un viendra la chercher. Qui? Qui devait venir me chercher? Personne. C'était le délire d'une femme au bord de la folie. Elle espérait peut-être que Sabine finirait par retrouver sa trace, ou que les services sociaux vous ramèneraient à vos parents, mais elle n'avait rien organisé. Henri revient s'asseoir, bouleversé. Et Clémentine? Comment est-elle arrivée dans l'histoire? Pur hasard. Clémentine Dubois faisait du bénévolat pour les services panne-sociaux. Elle était de permanence ce jour-là quand on a trouvé Amélie, une petite fille en état de choc. Dénutrie, couverte de bleu parce qu'elle était tombée en essayant d'atteindre le frigo. Amélie ferme les yeux.
c'est bleu, elle s'en souvient vaguement, et de cette sensation terrible d'être seule, abandonnée. Clémentine a immédiatement proposé de s'occuper de vous temporairement, le temps de retrouver votre famille, mais sans nom, sans papier, sans personne pour vous réclamer. Elle a fini par m'adopter officiellement. 6 mois plus tard, oui. En attendant, elle vous avait redonné goût à la vie. Vous aviez recommencé à parler, à sourire. Clémentine n'a pas voulu briser ça en continuant les recherches. Un silence pesant s'installe. Henri regarde Amélie avec une culpabilité immense. J'aurais dû vous trouver. J'aurais dû comprendre que c'était Odette. Tous les indices étaient là. Karaiki. Quels indices? Sa réaction quand je lui ai annoncé la disparition d'Élodie, elle n'a pas pleuré, elle a juste dit « Ne t'inquiète pas, Henri, les enfants finissent toujours par rentrer à la maison. » Henri se frappe le front, et sa soudaine décision de partir en Espagne 6 mois plus tard, elle prétendait que son mari la trompait, qu'elle voulait refaire sa vie. Mais maintenant je comprends. Elle fuyait ce qu'elle avait fait. Amélie se lève à son tour. Cette révélation la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait cru. Découvrir qu'elle a été kidnappée par sa propre tante, abandonnée comme un animal. Mais en même temps, cela explique tant de choses. Ses cauchemars d'enfance, ses angoisses, cette sensation permanente d'être en danger, il faut le dire à Sabine. Déclare-t-elle soudain. Henri la regarde, surpris. Vous êtes sûr? Ça va la détruire d'apprendre que sa propre sœur, peut-être, ou peut-être que ça l'aidera à comprendre que je ne suis pas une menace, que je suis vraiment sa fille qui a été volée, pas une usurpatrice qui vient récupérer un héritage. Henri hoche lentement la tête. D'accord, mais j'aimerais que vous soyez là quand je lui annoncerai. Elle a besoin de voir que vous n'êtes pas venu pour la détruire, mais pour retrouver votre famille. Oh, ma famille, répète Amélie. Le mot sonne encore étrange dans sa bouche. Et Clémentine, elle fait partie de ma famille aussi. Clémentine sera toujours votre famille, Amélie. Elle vous a sauvé quand personne d'autre ne pouvait le faire. Ça ne changera jamais. En quittant le café, Amélie a l'impression de porter le poids de 2 vies sur ses épaules. Celle d'Élodie Beaumont, l'enfant kidnappé, et celle d'Amélie Vautrin, la jeune femme qu'elle est devenue. Reste à savoir si ces 2 identités peuvent coexister, ou si l'une doit disparaître pour que l'autre survive. Le lendemain matin, Amélie frappe à la porte de la villa des Beaumont avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Dans son sac, elle a glissé tous les documents que Morel a rassemblés sur Odette. Il est temps que Sabine connaisse la vérité sur sa sœur. Henri lui ouvre, l'air inquiet. « Amélie, je ne vous attendais pas si tôt. Il faut qu'on parle à Sabine, maintenant, avant que j'aie le temps de changer d'avis. » Il trouve Sabine dans ce qu'elle appelle « la chambre d'Élodie », une pièce figée dans le temps, avec un petit lit à barreaux, des peluches rangées avec un soin maniaque, des vêtements de bébé suspendus dans l'armoire. Sabine arrange et réarrange les objets avec des gestes obsessionnels. Sabine, Henri entre avec précaution. Amélie aimerait te parler. Sabine se retourne, et son visage se durcit immédiatement en voyant la jeune femme. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je vous ai dit que cette personne n'était pas ma fille. Sabine, s'il te plaît, assieds-toi. On a découvert des choses importantes sur la disparition d'Élodie. Ah, des choses? Quelles choses? Sabine serre contre elle un petit lapin en peluche rose. Amélie s'avance d'un pas. Madame Beaumont, Sabine, je sais que c'est difficile à accepter, mais je suis vraiment votre fille. Et maintenant, on sait ce qui s'est passé le jour où j'ai disparu. Vous mentez. Élodie va revenir. Odette me l'a promis. Cette phrase fait l'effet d'une bombe. Henri et Amélie échangent un regard stupéfait. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demande Henri d'une voix blanche. Sabine rougit, comme si elle venait de trahir un secret. « Rien, je n'ai rien dit. Si, tu as dit qu'Odette t'avait promis qu'Élodie reviendrait quand a-t-elle dit ça ?» Sabine recule vers la fenêtre, toujours serrant la peluche. « Vous me piégez. Vous voulez me faire dire des choses. » Amélie sort les documents de son sac et les pose sur la petite table. Photos d'Odette, rapports médicaux, témoignages. Sabine, votre sœur a kidnappé votre fille. Elle l'a enlevée dans cette librairie et l'a gardée pendant 6 mois avant de l'abandonner dans une cité. Non, le cri de Sabine est déchirant. Odette aimait Élodie. Elle ne lui aurait jamais fait de mal. Regardez ces photos, insiste Amélie en lui tendant les clichés de l'appartement de Marseille-Nord. C'est là qu'elle m'a enfermée, là où j'ai vécu pendant 6 mois dans la terreur. Sabine refuse de regarder.
Mais Henri prend les photos, son visage se décompose. Mon Dieu, Sabine, regarde ça. C'est l'appartement qu'Odette avait loué. Tu vois tous ces journaux sur la table, tous ces articles sur la disparition d'Élodie. Elle s'inquiétait pour sa nièce. Elle se torturait avec sa culpabilité, explose Amélie. Votre sœur était malade, Sabine. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors elle a pris le vôtre. Henri s'approche de sa femme et pose doucement ses mains sur ses épaules. Chérie, écoute-moi. Le détective a tout vérifié. Odette a planifié l'enlèvement pendant des mois. Elle a soudoyé une employée de la librairie, loué un appartement, préparé de faux papiers, et après, elle n'a pas supporté ce qu'elle avait fait. Sabine secoue la tête frénétiquement. Non. Odette m'aurait dit, elle me téléphonait tout le temps après la disparition d'Élodie. Elle pleurait avec moi, parce qu'elle jouait la comédie. Amélie sent la colère monter en elle. Pendant qu'elle vous consolait au téléphone, moi j'étais enfermée dans un appartement sordide, traumatisée, affamée. Votre sœur m'a brisée. Amélie, murmure Henri pour la calmer. Mais Amélie n'en peut plus. 22 ans de mensonges, de souffrances cachées, et cette femme qui refuse encore de voir la réalité en face. Vous savez pourquoi je ne vous ressemble pas? Pourquoi je n'ai pas vos yeux verts et vos cheveux blonds? Parce que 6 mois de maltraitance psychologique, ça change un enfant. Parce que grandir avec des cauchemars et des angoisses, ça marque un visage. Sabine lâche la peluche et porte ses mains à ses oreilles. Taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Vous voulez savoir pourquoi Clémentine ne m'a jamais rendue? Parce que j'étais tellement abîmée qu'elle a préféré me garder plutôt que de risquer de me rendre à des parents qui me maltraiteraient. Sabine, elle dit la vérité, intervient Henri d'une voix douce. Regarde ses rapports médicaux. Odette consultait des psychiatres en Espagne. Elle était rongée par la culpabilité. Elle savait qu'elle avait détruit notre famille. Sabine s'effondre sur le lit d'enfant, en larmes. Mais elle m'appelait. Elle me disait que tout irait bien, qu'Élodie reviendrait, parce qu'elle espérait pouvoir réparer ce qu'elle avait fait. Mais elle était trop lâche pour avouer. Amélie s'agenouille devant Sabine, soudain prise de pitié pour cette femme brisée. Sabine, je ne suis pas venue pour vous détruire. Je ne veux pas votre argent, votre maison, votre vie. Je veux juste qu'on puisse se connaître, que vous acceptiez que je sois votre fille. Même si je ne suis pas celle que vous espériez, Sabine lève les yeux vers elle, le visage ravagé par les larmes. Tu ne ressembles pas à ma petite fille. Non, je ne lui ressemble pas, parce que votre petite fille a grandi loin de vous. Elle a dû apprendre à survivre, à se battre, à compter sur elle-même. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle est devenue moi. Sabine tend une main tremblante vers le visage d'Amélie, effleure sa joue. Tes yeux, tu as les yeux de ta grand-mère. La mère d'Henri, c'est la première fois qu'elle reconnaît un lien familial. Henri retient son souffle. Et cette pulséra, continue Sabine en touchant le bracelet. C'est moi qui l'ai choisi pour ton 2e anniversaire. Tu voulais absolument porter un bracelet de grande fille, comme moi. Amélie sent sa gorge se serrer. Vous vous souvenez? Je me souviens de tout, de tes premiers pas, de tes premiers mots, de la façon dont tu riais quand ton père te faisait l'avion. Sabine sanglote. J'ai gardé tous ces souvenirs intacts pendant 22 ans, pour ne pas t'oublier. Alors pourquoi vous me rejetez? Sabine essuie ses larmes d'un geste là. Parce que accepter que tu sois revenu, c'est accepter que j'ai gâché 22 ans de ma vie. C'est accepter que pendant que je m'enfermais dans cette chambre, à pleurer une enfant morte, ma fille était vivante et avait besoin de moi. Henri s'assied à côté de sa femme. Sabine, tu ne pouvais pas savoir. Personne n'aurait pu deviner qu'Odette. Si, j'aurais dû savoir. Sabine se tourne vers Amélie. Ta tante était jalouse de moi depuis toujours. Jalouse de mon mariage, de ma grossesse, de mon bonheur. Quand tu es née, elle passait des heures à te regarder, à te prendre dans ses bras. Elle disait qu'elle t'aimait comme sa propre fille. J'aurais dû comprendre. Amélie prend les mains de Sabine dans les siennes. Vous n'êtes pas responsable de la folie de votre sœur. Si, je suis responsable de ne pas t'avoir cherché assez fort, de m'être résignée trop vite, de ne pas t'avoir trouvé. Un silence s'installe dans la chambre d'enfant. Dehors, on entend les mouettes crier au-dessus de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande finalement Amélie. Sabine la regarde longuement, comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. Maintenant,
Maintenant, il faut que j'apprenne à connaître la femme que ma petite fille est devenue. » Elle hésite. « Si tu veux bien. Je veux bien, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Clémentine restera ma grand-mère, ma vraie grand-mère, celle qui m'a sauvée. Je comprends, et j'aimerais la rencontrer, pour la remercier, pour lui dire qu'elle a fait ce que moi, je n'ai pas su faire. » Henri sourit pour la première fois depuis des jours. « On va y aller doucement, étape par étape. On a 22 ans à rattraper. » « 22 ans, répète Sabine. Tu me raconteras comment tu as grandi, ce que tu aimes, tes rêves. » Amélie hoche la tête. « Je vous raconterai tout. Mais vous devrez accepter que je ne sois pas parfaite, que j'ai des cicatrices, que je ne corresponde pas à l'image de la fille idéale que vous vous êtes construite. J'essaierai. C'est un premier pas, fragile, incertain. Mais c'est un début. » En sortant de la villa ce jour-là, Amélie a l'impression d'avoir franchi une étape cruciale. Elle n'est plus seulement Amélie Vautrin ou Élodie Beaumont, elle commence à devenir les deux à la fois. 3 semaines ont passé depuis la confrontation chez les Beaumont. Amélie a repris ses 3 emplois. Mais tout a changé. Henri l'appelle tous les 2 jours. Ils déjeunent ensemble le mercredi, et Sabine fait des efforts maladroits mais sincères pour apprendre à la connaître. Pourtant, une ombre plane sur cette réconciliation fragile. L'état de Clémentine se dégrade rapidement. Ce matin de novembre, Amélie trouve sa grand-mère alitée, incapable de se lever. Son teint cireux et sa respiration laborieuse ne trompent pas. « Le cancer a gagné ? Mamie, il faut aller à l'hôpital », murmure Amélie en s'agenouillant près du lit. Clémentine secoue faiblement la tête. « Non, ma chérie, je veux rester ici, avec toi. Mais les médecins peuvent. Les médecins ne peuvent plus rien pour moi. » Clémentine sourit avec tendresse. « J'ai eu une belle vie. J'ai eu la chance de t'élever. C'est plus que ce que j'espérais. » Amélie sent les larmes monter. Elle appelle Henri, qui arrive 1 heure plus tard avec Sabine. C'est la première fois que les 2 femmes se rencontrent. Sabine s'approche du lit avec timidité. « Madame Dubois, je suis Sabine Beaumont, la mère biologique d'Amélie. » Clémentine observe cette femme élégante qui lui tend la main. « Asseyez-vous, Madame Beaumont. Il faut qu'on parle. » Henri et Amélie s'installent dans un coin de la chambre, tandis que Sabine prend place près du lit. « Je voulais vous remercier, » dit Sabine d'une voix émue. « Vous avez fait ce que moi, je n'ai pas su faire. Vous avez sauvé ma fille. Votre fille. » Clémentine sourit. « Amélie n'est pas votre fille, Madame Beaumont. Elle est notre fille, à toutes les 2. » Sabine cligne des yeux, surprise par cette réponse. « Vous l'avez portée. Vous lui avez donné la vie. Moi, je l'ai élevée. Je lui ai donné l'amour. Ça fait de nous 2 ses mères. Pas besoin de se disputer. » Clémentine tousse. Un spasme douloureux qui la secoue tout entière. Amélie se précipite pour lui donner un verre d'eau. « Mamie, repose-toi. »« Non, ma belle. Il faut que je vous dise quelque chose. À tous. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle reprend son souffle avec difficulté. « Quand j'ai trouvé Amélie dans cet appartement, elle était dans un état épouvantable. Pas seulement dénutrie et sale, elle avait des marques, des bleus anciens sur les bras, les jambes, et surtout, sa voix se brise. Elle avait une cicatrice récente sur le crâne, comme si elle était tombée et s'était cognée la tête. Violemment, Henri se redresse, alarmé. Odette l'avait battue. Je ne pense pas, enfin, pas volontairement. Clémentine caresse le visage d'Amélie. Tu étais tellement terrifiée, ma chérie. Tu sursautais au moindre bruit. Tu refusais qu'on te touche. Tu ne parlais plus, mais tu faisais des cauchemars terribles. Amélie sent un frisson lui parcourir l'échine. Ces cauchemars, elle s'en souvient encore parfois. Les services sociaux voulaient te placer en institution spécialisée. Ils disaient que tu avais subi des traumatismes trop lourds pour une famille d'accueil normale. Mais vous avez refusé, dit Sabine. J'ai refusé parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Clémentine sourit en regardant Amélie. Une force incroyable. Cette petite fille de 2 ans et demi avait survécu à l'enfer. Elle méritait qu'on lui donne sa chance. Henri se lève et va regarder par la fenêtre. Clémentine, avez-vous fait des recherches pour retrouver sa famille ? Un silence s'installe. Clémentine ferme les yeux un instant. Oui, au début, j'ai contacté tous les services sociaux de la région. J'ai épluché les avis de recherche. Et puis, j'ai eu peur. L'aveu tombe comme une pierre dans un puits. J'ai vu dans quel état cet enfant était arrivé.
J'ai pensé que si sa famille l'a maltraité au point de l'abandonner dans un appartement, vous avez pensé qu'il valait mieux la garder ? Termine Sabine sans reproche. Oui, et quand Amélie a commencé à aller mieux, quand elle s'est mise à sourire, à jouer, à m'appeler mamie, je n'ai plus eu le courage de chercher. J'avais trop peur qu'on me l'enlève. Amélie prend la main de sa grand-mère. Tu as bien fait, mamie. Non, ma chérie, j'ai été égoïste. Clémentine se tourne vers Henri et Sabine. Pendant 22 ans, vous avez souffert de ne pas savoir ce qu'était devenue votre fille. Et moi, je le savais. Je savais qu'elle était vivante, qu'elle allait bien, qu'elle grandissait. J'aurais dû... Stop. L'interruption d'Amélie surprend tout le monde. Tu n'as rien à te reprocher. Tu m'as sauvée. Tu m'as donné une enfance heureuse. Tu m'as appris à être forte, indépendante, généreuse. Sans toi, je serais peut-être morte dans cet appartement. Sabine hoche la tête. Amélie a raison. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour elle. Clémentine tousse de nouveau, plus violemment. Henri s'approche du lit. Clémentine, vous devriez vous reposer. Non, pas encore. Il y a autre chose. Elle fixe Amélie intensément. Ma chérie, il faut que tu saches. Les premières années ont été très dures. Tu faisais des crises terribles. Tu te réveillais en hurlant. En parlant d'une dame blonde méchante, tu disais qu'elle pleurait tout le temps, qu'elle te criait dessus. Amélie sent des images floues remonter à sa mémoire. Une femme aux cheveux blonds qui sanglotait, qui lui parlait en espagnol parfois. De la peur, omniprésente. Tu réclamais tes vrais parents. Tu disais que ton papa avait une voiture bleue et que ta maman sentait bon les fleurs. Henri et Sabine échangent un regard. La voiture d'Henri était effectivement bleue à l'époque. Et Sabine portait toujours le même parfum fleuri. Pendant des mois, tu as refusé de manger autre chose que des petits pots pour bébé, comme si tu avais régressé pour te protéger. Clémentine caresse les cheveux d'Amélie. Mais petit à petit, avec beaucoup de patience et d'amour, tu es redevenue une petite fille normale. Tu as recommencé à sourire, à jouer, à faire confiance. Grâce à vous, murmure Sabine. Grâce à elle surtout. Clémentine regarde Amélie avec fierté. Cet enfant avait une force de caractère extraordinaire. À 4 ans, elle m'aidait déjà à faire les courses. À 6 ans, elle me préparait le petit déjeuner quand j'étais fatiguée. Elle a toujours été exceptionnelle. Soudain, Clémentine se redresse avec difficulté. Amélie, va me chercher la boîte qui est dans mon armoire, en haut, à droite. Amélie revient avec une boîte en carton usé. Clémentine l'ouvre et en sort une enveloppe jaunie. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Henri. « Des photos. Les seules photos que j'ai de toi, Amélie, dans les premiers temps. » Clémentine ouvre l'enveloppe. « Je les ai prises pour garder une trace de ton évolution. Au cas où, un jour, tes parents te retrouveraient. » Elle tend les photos à Sabine, qui les regarde avec des larmes dans les yeux. On y voit une petite fille squelettique, au regard apeuré, puis progressivement, une enfant qui reprend des couleurs, qui sourit timidement. « Mon Dieu !» souffle Sabine. « Ma pauvre petite fille !» Clémentine retombe sur son oreiller, épuisée par l'effort. « Maintenant, vous savez tout, Amélie, ma chérie. Tu es libre de choisir ta famille, celle qui t'a donné la vie, ou celle qui t'a élevée, ou les deux. » « Les deux, » répond Amélie sans hésiter. « Je choisis les deux. » Henri s'approche et prend la main de Clémentine. « Madame Dubois, Clémentine, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé ma fille. Vous en avez fait la femme remarquable qu'elle est aujourd'hui. » Clémentine sourit faiblement. « Prenez soin d'elle, mais respectez qui elle est devenue. Ne cherchez pas à en faire quelqu'un d'autre. Je vous le promets, » dit Sabine en se penchant pour embrasser le front de la vieille dame. Cette nuit-là, Amélie veille Clémentine, vers 3 heures du matin. Sa grand-mère ouvre les yeux une dernière fois. « Ma belle petite fille, » murmure-t-elle. « Tu as été le plus beau cadeau de ma vie. » Elle ferme les yeux et s'endort paisiblement. Pour toujours, Amélie reste là, tenant sa main, jusqu'à l'aube, quand Henri et Sabine arrivent. Ils trouvent une jeune femme transformée, orpheline de sa grand-mère de cœur, mais réconciliée avec ses origines, prête à construire l'avenir sur les fondations solides que Clémentine lui a données. L'église Sainte-Marie Majeure de Marseille résonne des derniers accords de l'Ave Maria. Amélie, debout devant le cercueil de Clémentine, regarde l'assistance clairsemée,
quelques anciennes collègues de l'hôpital, des voisins de la cité des Rosiers, Fatima qui pleure dans son mouchoir, et puis Henri et Sabine, assis au premier rang, venus rendre hommage à celle qui avait sauvé leur fille. Le prêtre invite Amélie à prendre la parole. Elle s'avance vers le pupitre, les jambes tremblantes, un papier froissé à la main. Mais arrivée là, elle abandonne ses notes préparées et parle du cœur. Clémentine Dubois n'était pas ma grand-mère biologique, mais elle était ma grand-mère de cœur, ce qui est infiniment plus fort. Sa voix porte dans l'église, claire malgré l'émotion. Il y a 22 ans, elle a trouvé une petite fille brisée, traumatisée, abandonnée. Elle aurait pu la confier aux services sociaux et retourner à sa retraite tranquille. Mais mamie a choisi l'amour. Elle a choisi de réparer ce que d'autres avaient cassé. Amélie regarde Sabine, qui essuie discrètement ses larmes. Mamie m'a appris que la famille, ça ne se limite pas au sang. Que la famille, c'est un choix quotidien. C'est se lever chaque matin en décidant d'aimer, de protéger, de transmettre. Elle marque une pause, sa gorge se serrant. Aujourd'hui, je sais d'où je viens. J'ai retrouvé ma famille biologique, mais je n'oublierai jamais celle qui m'a construite. Celle qui m'a appris à compter mes pièces pour prendre le bus, mais aussi à compter mes chances dans la vie. Celle qui m'a montré qu'on peut être pauvre en argent et riche en dignité. Henri se mouche discrètement. Même lui, habitué au discours d'affaires, est bouleversé par la sincérité de ses mots. Mamie, où que tu sois, sache que tu as réussi. Tu as fait de moi quelqu'un de bien. Et maintenant, c'est à moi de transmettre tes valeurs. Merci pour ces 22 années d'amour inconditionnel. Amélie redescend de l'estrade sous les applaudissements discrets. Sabine se lève et la serre dans ses bras pour la première fois. Un geste spontané, maternel, qui surprend autant la mère que la fille. Après la cérémonie, ils se retrouvent tous les trois au comptoir du Prado, ce café où tout avait commencé. L'endroit semble dérisoire maintenant, face à l'ampleur de ce qu'ils ont vécu. Amélie, commence Henri, je sais que ce n'est pas le moment, mais il faut qu'on parle de l'avenir, de notre avenir. Elle le regarde, encore vêtue de sa robe noire simple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes notre fille. Légalement, vous avez droit à une part d'héritage, à une place dans l'entreprise familiale, à... Stop. Amélie lève la main. Je vais vous arrêter tout de suite. Je ne veux rien de tout ça. Henri et Sabine échangent un regard surpris. Rien, répète Sabine. Rien, ni argent, ni héritage, ni place dans votre entreprise. Je ne suis pas Élodie Beaumont, héritière. Je suis Amélie Vautrin, femme de ménage. Et ça me va très bien. Henri se penche vers elle. Mais Amélie, vous n'avez pas à vous punir. Ce qui vous est arrivé n'est pas votre faute. Vous avez le droit de récupérer ce qui vous a été volé. Qu'est-ce qui m'a été volé? Amélie hausse les épaules. Une enfance dorée, des parents riches, une vie sans soucis. Elle boit une gorgée de son thé avant de continuer. Henri, Sabine, écoutez-moi bien. Si Odette ne m'avait pas kidnappée, si Clémentine ne m'avait pas trouvée, je serais quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être quelqu'un de moins fort, de moins débrouillard. Peut-être quelqu'un qui compte sur l'argent papa-maman pour vivre. Sabine fronce les sourcils. Tu nous méprises. Tu penses qu'on t'a gâché? Non. Amélie sourit. Et pour la première fois, c'est un sourire sans amertume. Je pense que la vie fait parfois des détours étranges. Odette m'a kidnappée par égoïsme. Clémentine m'a gardée par amour. Vous m'avez cherché par désespoir. Moi, j'ai survécu par instinct. Tout ça nous a menés ici, dans ce café, à essayer de comprendre qui nous sommes les uns pour les autres. Henri secoue la tête. Mais vous ne pouvez pas refuser votre héritage. C'est votre droit de naissance. Mon droit de naissance, c'est d'être libre de mes choix. Amélie pose sa main sur celle d'Henri. Je ne vous rejette pas. Je ne vous punis pas. Je choisis juste de rester moi-même. Même si ça veut dire continuer à compter vos pièces tous les matins. Même surtout si ça veut dire ça. Son sourire s'élargit. Ces pièces, c'est ma fierté. Chaque centime, je l'ai gagné. Chaque bus que je prends, c'est parce que je peux me le payer. Ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'est énorme. Sabine la regarde avec une expression nouvelle. Une sorte d'admiration. Tu es plus forte que moi, murmure-t-elle. Moi, quand j'ai perdu Élodie, je me suis effondrée, toi. Quand tu as été arrachée à ta famille, tu as continué à grandir, parce que j'avais Clémentine. Et maintenant que Clémentine n'est plus là,
Amélie réfléchit un instant. Maintenant, j'ai ces leçons. Et si vous le voulez bien, j'ai aussi une famille retrouvée. Pas pour l'argent ou le statut social, juste pour l'affection. Henri sent sa gorge se serrer. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire qu'on apprend à se connaître, qu'on construit quelque chose de nouveau. Sans essayer de rattraper ce qui a été perdu, vous ne serez jamais les parents de ma petite enfance. Moi, je ne serai jamais la petite Élodie de vos souvenirs. Mais on peut devenir autre chose, si on le veut tous. Sabine essuie une larme. Moi, je le veux. Moi aussi, dit Henri. Mais à une condition. Laquelle? Que vous acceptiez au moins qu'on vous aide, pas de l'argent, si vous n'en voulez pas. Mais les frais de l'enterrement de Clémentine, le loyer de votre appartement, de petites choses. Amélie hésite. Je ne veux pas devenir dépendante. Ce ne serait pas de la dépendance, ce serait de la famille. Henri sourit. Même les familles les plus normales s'entraident. D'accord, mais juste les choses essentielles. Et je continue à travailler. Même si ça me brise le cœur de vous voir nettoyer les bureaux. Surtout si ça vous brise le cœur. Amélie rit. Il faut que vous compreniez. Je suis fière de mes métiers. Femme de ménage, serveuse, babysitter. Je sers à quelque chose. Je rends service. C'est important pour moi. Sabine prend la parole. Et si on organisait des dîners, une fois par semaine, chez nous ou chez toi, pour apprendre à se connaître? Chez moi, ça risque d'être spartiate, prévient Amélie. Tant mieux. J'ai envie de voir comment tu vis vraiment. Henri sort son agenda. Et si on gardait nos déjeuners du mercredi, juste toi et moi? D'accord, mais on partage l'addition. Amélie. Non, Henri. C'est important. Je ne suis pas votre petite fille qui a besoin qu'on lui paye ses repas. Je suis votre fille adulte qui peut assumer ses choix. Nuance. Henri hoche la tête. Comprenant enfin, cette jeune femme ne veut pas être sauvée. Elle veut être acceptée telle qu'elle est. Il y a autre chose, dit Amélie en sortant quelque chose de son sac. J'ai quelque chose pour vous. Elle pose sur la table une seconde pulséra, identique à la première mais neuve. Je l'ai fait faire chez le même joaillier. Enfin, chez son successeur, avec Amélie gravée dessus, elle attache les 2 bracelets à son poignet, l'ancien, terni par les années, et le nouveau, brillant, Élodie et Amélie, mon passé et mon présent. Je ne veux plus choisir entre les deux. Je les garde tous les deux. Sabine fond en larmes. C'est magnifique. C'est Clémentine qui m'a donné l'idée. La veille de sa mort, elle m'a dit « Ma chérie, tu n'es pas obligée de choisir entre tes 2 familles. Tu peux honorer les 2. » Henri regarde sa fille, car c'est bien sa fille. Il en est sûr maintenant, avec un respect immense. Cette femme de 24 ans a plus de sagesse que lui après 50 ans de vie. Amélie, oui, je vous aime, exactement comme vous êtes, et je suis fière de vous, pour la première fois depuis qu'ils se connaissent. Amélie sourit à Henri sans retenue, un sourire qui vaut tous les héritages du monde. Moi aussi, je vous aime, papa. Le mot résonne dans le café comme une évidence. Papa, pas Henri, papa. Dehors, Marseille continue sa vie trépidante. Mais dans ce petit café, une famille vient de naître. Pas une famille parfaite, pas une famille classique, mais une famille vraie. 1 an plus tard, le réveil sonne à 5 heures précises. Comme tous les matins depuis 4 ans, Amélie ouvre les yeux dans la pénombre de sa petite chambre. La même chambre de la Cité des Rosiers qu'elle refuse obstinément de quitter malgré les propositions répétées d'Henri. Elle reste quelques secondes immobile, puis tend la main vers sa table de nuit. Ses doigts comptent les pièces une à une, geste devenu rituel autant que nécessité. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, elle compte par plaisir, par fidélité à la mémoire de Clémentine, pas par obligation. Henri a discrètement réglé les factures les plus lourdes. Électricité, loyer, frais médicaux qu'elle avait contractés pour sa grand-mère, pas par pitié, mais par amour paternel enfin assumé. 4,20 €, murmure-t-elle, en regardant les 2 pulséras qui brillent à son poignet gauche. L'ancienne, celle d'Élodie, a retrouvé son éclat grâce à un polissage délicat. La nouvelle, celle d'Amélie, commence à se patiner. Elles se complètent parfaitement, comme 2 moitiés d'une même histoire. Dans la kitchenette, elle prépare son café. L'appartement n'a pas changé, toujours ses 2 pièces modestes. Ce papier peint défraîchi,
cette vue sur les bars HLM. Mais l'atmosphère est différente. Les photos de Clémentine côtoient maintenant quelques clichés récents, elle et Henri devant un restaurant. Sabine et elle dans le jardin de la villa, la famille réunie pour Noël. Son téléphone vibre, un message d'Henri. « Bon courage pour ta journée, ma chérie. On se voit ce midi. Nouveau restaurant vers le Vieux-Port. » Elle sourit en tapant sa réponse. « D'accord, mais c'est moi qui invite cette fois. J'ai eu une prime au café. » Cette bataille amicale autour de l'addition est devenue un jeu entre eux. Henri a fini par comprendre qu'accepter qu'elle paye parfois était une façon de respecter son indépendance. À 6h30, elle arrive devant l'immeuble Beaumont & Associés. Rien n'a changé ici non plus. Même bâtiment de verre et d'acier. Même contraste saisissant avec sa réalité sociale. Mais désormais, elle y travaille en sachant que l'homme qui donne son nom à cette tour est son père. Un secret qu'elle garde jalousement, refusant tout traitement de faveur. « Salut ma belle ». Fatima arrive en même temps qu'elle, comme tous les matins depuis 1 an. « Salut Fat, ça va ?» Comme toujours, au fait. Tu as vu. Il paraît que le patron va passer ce matin. Une inspection surprise. Amélie sourit intérieurement. Henri lui avait effectivement dit qu'il passerait, mais elle fait semblant de découvrir l'information. Vers 9h, pendant qu'elle nettoie les vitres du 18e étage, elle voit Henri arriver avec ses collaborateurs. Leurs regards se croisent à travers la vitre. Il lui fait un clin d'œil discret. Elle lui répond par un sourire complice. Personne d'autre ne remarque cet échange. Plus tard, Henri trouve un prétexte pour s'isoler quelques minutes avec elle dans le local de nettoyage. « Comment va ma fille préférée ? Votre fille unique, vous voulez dire ? Ma fille unique et préférée, alors. » Il l'embrasse sur le front. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir ? » « Papa. » Le mot suffit à l'arrêter. On a déjà eu cette conversation 100 fois. Je suis heureuse comme ça. Je sais. Mais voir ma fille nettoyer mes bureaux, voir votre fille faire un travail honnête dont elle est fière, nuance. Henri soupire. Mais son sourire trahit sa fierté. Cette obstination, cette dignité. C'est bien de lui qu'elle les tient. Au fait, Sabine voudrait savoir si vous venez dîner dimanche. Elle essaie une nouvelle recette. Bien sûr, mais je lui apporte le dessert. J'ai découvert une excellente pâtisserie près de chez moi. Sabine sera ravie. Elle adore quand vous contribuez au repas. Ça la rassure de voir que vous nous considérez comme ma famille. Oui, papa, c'est exactement ça. À midi, ils se retrouvent au restaurant qu'Henri a choisi, un endroit simple mais chaleureux, loin du luxe ostentatoire qu'Amélie déteste. Henri a appris à adapter ses goûts à ceux de sa fille. Alors, cette prime, demande-t-il en s'installant. 50 €. Le patron du café a remarqué que je faisais du chiffre en plus depuis quelques mois. Les clients me redemandent spécifiquement. Évidemment, vous avez un sourire qui illumine leur journée. Amélie rougit légèrement. Ses compliments paternels la touchent encore. Et vous, comment ça va au bureau ? Bien. J'ai signé un gros contrat hier. Un projet immobilier dans le 13e arrondissement. Il hésite. D'ailleurs, ça m'a fait penser, dans ce projet, il y a la rénovation de logements sociaux, si ça vous intéresse. Il y aura peut-être des appartements plus grands. Papa, je sais, mais je me dis que Clémentine aurait peut-être voulu que vous ayez plus de confort. Clémentine voulait que je sois heureuse. Je suis heureuse dans mon appartement, avec mes souvenirs d'elle. Henri hoche la tête. Vous avez raison. Pardonnez-moi. Il n'y a rien à pardonner. C'est normal de vouloir le meilleur pour sa fille. Ils commandent leur plat. Henri son habituel saumon grillé, Amélie sa traditionnelle salade niçoise, des habitudes simples qui rythment leurs déjeuners hebdomadaires. Au fait, j'ai des nouvelles de Sabine, reprend Henri. Son psychiatre dit qu'elle fait des progrès remarquables. Le fait de vous avoir retrouvé, de pouvoir construire une relation avec vous, ça l'aide à accepter le passé. Comment va-t-elle ? Vraiment ? Mieux, beaucoup mieux. Elle a même commencé à ranger la chambre d'Élodie, pas pour l'effacer, mais pour la transformer. En bureau peut-être ? Ou en atelier de peinture. Elle recommence à dessiner. Amélie sourit. J'en suis heureuse. Elle a du talent. Elle voudrait faire votre portrait, si vous acceptez. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Ils mangent en silence quelques minutes. Confortables dans cette complicité qu'ils ont développée, Henri observe sa fille à la dérobée. Cette jeune femme qui lui ressemble plus par le caractère que par les traits. Cette obstination tranquille.
cette détermination sans agressivité. Amélie. Oui, je peux vous poser une question indiscrète. Allez-y. Vous ne regrettez jamais ce choix de rester comme vous êtes ? Amélie pose sa fourchette et réfléchit sérieusement à la question. Non, jamais. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que c'est que de compter chaque centime, de se lever tôt, de travailler dur. Si un jour j'ai des enfants, je pourrai leur transmettre ces valeurs, pas par principe, mais par expérience. Elle touche ses 2 pulséras. Et puis, j'ai appris quelque chose d'important cette année. On peut honorer son passé sans être prisonnier. On peut accepter son présent sans renier ses origines. Clémentine vous a bien élevé. Clémentine et vous, chacun à votre façon. Henri sent sa gorge se serrer. Moi, mais je n'ai rien fait. Vous m'avez cherché pendant 22 ans. Vous m'avez reconnu. Vous m'avez accepté telle que je suis. C'est énorme, papa. Amélie. Et maintenant, vous me donnez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une famille, des racines, une histoire. Elle se penche vers lui. Vous voulez savoir le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Quoi ? De ne pas essayer de me changer. D'accepter que votre fille soit femme de ménage. Et d'en être fière quand même. Henri essuie discrètement ses yeux. Comment ne pas être fier ? Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. Ça, c'est Clémentine qui me l'a appris. Mais le reste, l'obstination, le sens des affaires quand je négocie mes horaires, cette façon de foncer tête baissée, ça, c'est de vous. Ils rient tous les deux, complices, en sortant du restaurant. Henri hésite. Amélie, oui, je vous aime, énormément. Et je suis fière de vous, tous les jours. Moi aussi, je vous aime. Papa ? Elle l'embrasse sur la joue et repart vers son travail de l'après-midi. Henri la regarde s'éloigner. Cette jeune femme qui porte ses 2 pulséras comme des médailles, Élodie et Amélie, son passé et son présent réconciliés. Le soir, en rentrant chez elle, Amélie trouve un message sur son répondeur, la voix de Sabine, plus sereine qu'avant. Amélie, c'est maman. Je voulais juste te dire que je t'aime. À dimanche. Maman, le mot résonne dans l'appartement silencieux. Un mot qu'elle pensait ne jamais pouvoir prononcer. Amélie regarde par la fenêtre les lumières de Marseille qui s'allument. Quelque part dans cette ville, il y a une villa où l'attendent Henri et Sabine. Quelque part dans cette ville, il y a une tombe où repose Clémentine. 2 familles, 2 amours, 2 héritages. Elle touche ses pulséras, ses souris. Demain, elle se lèvera à 5 heures, comptera ses pièces, prendra le bus, pas par obligation, mais par choix, par fidélité à celle qui l'a sauvée, par respect pour celle qu'elle est devenue. Amélie Vautrin, Élodie Beaumont, une seule personne, une seule vie, mais riche de 2 histoires d'amour